qui existe depuis plusieurs années est donc une organisation où les pays du monde se réunissent afin de trouver des solutions. A-t-on appris aux crises dans le monde? Permettez la tautologie. La 79e occasion pour les chefs d'État de plusieurs pays du monde de se réunir à cet hémicycle a été lancée le 10 septembre dernier par Philemon Young. Il s'agit du président en exercice de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. À cette assemblée, va-t-on assister à la 79e occasion de relever les échecs de l'organisation? Va-t-on assister à des dénonciations comme à l'accoutumée depuis plusieurs années avec le balai de gouvernement de révolution? Eh bien, quelques questions auxquelles on tentera de répondre dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Nous parlerons aussi de la relation qui existe aujourd'hui entre la Chine et les pays africains. L'on se souvient de ce FOCAC, le Forum économique et de coopération Chine-Afrique, qui a donné avoir la présence de plusieurs pays africains sur le territoire chinois. Au sortir de celui-là, 51 milliards de dollars ont été annoncés pour 55 pays africains. Comment comprendre cette annonce et surtout la somme? À quoi servira-t-elle? La relation entre l'Afrique et la Chine est-elle vraiment une relation win-win? On en parle évidemment avec notre invité, qui n'est nul autre que Edmond Kuaté, économiste et géostratège. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cassandra, bonsoir également à tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir. On démarre les hostilités après cette transition. Vous avez choisi une fois de plus For You Radio pour vous informer. Merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous recevoir à travers nos différentes plateformes internet For You Media Africa sur vos petits écrans et bien sûr à travers la fréquence, la 96.3 FM For You Radio, la radio panafricaine. Bienvenue à tous si vous regardez et écoutez Regard panafricain. Nous sommes en compagnie d'Edmond Kuaté avec lequel nous parlons de cette actualité pour démarrer la 79e occasion pour les chefs et dirigeants de chefs d'État africains et du monde de se retrouver ensemble pour parler, on va le dire ainsi. Des chefs d'État africains ont déjà commencé à faire le déplacement, d'autres sont déjà sur le territoire, du moins à New York, pour s'exprimer à l'hémicycle. Edmond Kuaté, pour vous, quelle plus-value de l'organisation d'une assemblée générale comme celle-là chaque année, alors que les crises dans le monde continuent de s'enliser? Ça, c'est une question je crois qu'il faut la poser aux chefs d'État africains. Dans leur ensemble, il faut leur demander, année après année, Oui. vous brillez par votre présence, je vais dire, dans cette salle-là, vous brillez par votre présence, vous succédez les uns après les autres, je vais dire, à l'estrade de l'ONU, vous tenez des discours, and then what? C'est quoi la valeur ajoutée de votre présence année après année? Si je prends pour champ opérationnel l'Afrique, je vais dire, je me limite à l'Afrique comme champ opérationnel par rapport aux missions dévolues à l'ONU. On sait très bien que l'ONU a été créée au lendemain de la Seconde Grande Guerre. Elle a été créée pour remplacer la SDN, la Société des Nations, qu'on estimait qu'elle n'avait pas réussi dans ses missions et qui n'avait pu ni anticiper ni réussi à stopper la Seconde Grande Guerre. Alors, on a pensé à mettre en place l'ONU, c'était juste après 1945. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, si je ne prends que l'Afrique comme le champ opérationnel, la question est de savoir quel a été le rôle de l'ONU pour le maintien de la paix, n'est-ce pas, dans ce continent. Aucun continent n'a jamais autant martyrisé que l'Afrique depuis 1945, justement.
L'Afrique, c'est le champ d'expérimentation. Ça a été le laboratoire d'expérimentation de toutes les grandes atrocités. Je ne vais pas revenir là-dessus. Toutes les, je vais dire, toutes les atrocités se sont perpétrées sur le sol africain. Si je prends un pays comme la RDC, par exemple, la RDC, ça fait 60 ans de prison. Non, 60 ans, depuis combien d'années? Ça fait pratiquement 30 ans. 30 ans de présence de l'ONU en RDC. Vous avez l'impression que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et des autres, vous avez l'impression que la RDC, c'est un véritable pays qui peut parler, qui a la maîtrise de, je vais dire, de l'intégralité de ses frontières, qui a connu une paix sur l'ensemble de son territoire, malgré la présence de l'ONU dans je vais dire, dans cet espace géographique. Est-ce que vous avez cette impression-là que l'ONU a joué un rôle ou que l'ONU a impacté en quoi que ce soit pour, n'est-ce pas, la paix et la stabilité de ce pays? Au contraire, si vous avez vu l'exaspération des Congolais, à un moment donné, ils ont crié toute leur colère et leur indignation en chassant l'ONU, justement parce qu'ils estimaient qu'en 30 ans de présence, l'ONU a plutôt exacerbé les tensions et a ravivé les antagonismes, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Je vais prendre plusieurs autres pays. Voilà le Soudan qui est en train d'être une tragédie humaine sous nos yeux. Vous avez des Soudanais qui, je ne sais pas, qui sont dans une bestialité à nul autre pareil. Et voilà les chefs d'État africains. Je n'ai vu aucune initiative africaine allant dans le sens d'arrêter la saignée au Soudan. Je n'ai vu personne, en dehors de quelques discours, je n'ai pas vu une délégation africaine dire nous allons nous constituer pour aller parler aux Soudanais, aux belligérants soudanais. Pourtant, une délégation de l'Union africaine avait été annoncée, mais celle-ci n'a finalement jamais foulé le sol soudanais. Non, jamais. Elle a été annoncée, mais elle n'a jamais foulé le sol soudanais. Mais on prend l'avion, on va à l'ONU, on prend le gros discours, on raconte tout ce qu'on veut raconter et on rentre en Afrique. Je vais prendre encore quel autre cas. Même mon pays, le Cameroun. Voilà toute une partie de mon pays, le nord-ouest et le sud-ouest, empêtrés dans une bataille qui dure depuis bientôt, quoi? C'était en 2000 quoi? Ça dure 2016. 2016. Oui. Nous sommes de manière officielle en tout cas. Voilà, nous sommes aujourd'hui en 2024, presque 2025. Ça fait quoi? Relativement 8 ans. Est-ce que tu as déjà entendu l'Union africaine dire, écoutez, il y a nos frères, il y a le cas du Cameroun, nous allons inviter les belligérants, nous allons aller leur parler, nous allons prendre une initiative, quitte à ce que les officiels camerounais disent non, nous n'en voulons pas. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un, même nos voisins les plus proches, se préoccuper et dire, voilà, il y a un cas à côté de nous qui serait susceptible, n'est-ce pas, de nous intéresser? Non. Je prends le cas de la Centrafrique. Est-ce que vous avez déjà entendu, n'est-ce pas, en dehors de l'ONU, qui a multiplié des missions là-bas, c'était quoi, MINUSCA? En combien d'années de présence de la MINUSCA en Centrafrique? Est-ce que vous avez l'impression que ce pays, n'est-ce pas, répond aux exigences, n'est-ce pas, d'un véritable pays, d'une nation? Non. Ce pays a été saucissonné par des seigneurs de guerre qui règnent comme des empereurs, chacun sur un bout du territoire. Il a fallu, n'est-ce pas, je vais dire, le génie de M. Touadéra qui, au sortir d'un accord avec les Russes, a quand même réussi à étendre l'autorité centrale sur une bonne partie du pays. Mais avant ça, c'était niet. L'autorité, n'est-ce pas, l'autorité de l'exécutif centrafricain se limitait à Bangui. Et même, ce n'était pas dans tout Bangui. Après PK5, il n'avait plus le droit de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Sous nos yeux, on a vu comment est-ce que certaines puissances impérialistes
ont élaboré un stratagème de partition du Mali, ont élaboré un stratagème de partition du Burkina, ont élaboré un stratagème pour faire main basse sur l'uranium nigérien. On a vu ces 3 pays souffrir. C'est tous les jours qu'on avait des informations, les unes aussi abjectes que les autres, par rapport aux civils qui étaient tués dans ces pays-là. Il s'en est fallu de peu, le Nord Mali allait être coupé du reste du pays. Il a fallu, je veux dire, le courage, il a fallu, je vais dire, la ténacité, il a fallu la pugnacité d'un homme comme Assimi Goïta et tous ceux qui l'accompagnent pour pouvoir, je vais dire, renverser la vapeur et revenir, je vais dire, renverser la vapeur et ramener le pays à un état acceptable. Aujourd'hui, ils se battent comme des beaux diables, ils se battent avec tous les moyens qui sont les leurs, abandonnés de tous. Les Africains, tous les Africains les regardent. Mais il n'y a jamais eu, je dis bien, même quand on parle de serres, vous appelez ça quoi, les serres, les communautés d'États, machin, régionaux et tout ça. Donc, c'est quoi la CEDEAO? Est-ce que vous avez déjà entendu, depuis que les Maliens étaient empêtrés dans cette histoire avec le terrorisme, où le MNLA en Sardine s'était, n'est-ce pas, attaché les services des puissances étrangères, et où du sang coulait au Mali tous les jours que Dieu a créé? Est-ce que vous avez entendu, n'est-ce pas, cette CEDEAO dire non, écoutez, nous allons mobiliser quand même des forces pour aller aider nos frères maliens à préserver de ce qu'il y a de plus cher pour une nation, c'est-à-dire sa souveraineté et l'intégrité de ses frontières. Est-ce que vous avez entendu cela? Non. Il y a eu des mobilisations, par contre, Edmond Kyaté, mais c'était pour réagir au Niger. Je veux revenir à cela. Quand on est parti du Mali, on est tombé au Burkina Faso. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont des terroristes, d'accord, mais qui ne vous disent jamais ce qu'ils veulent. Je dois vous rappeler que le terrorisme est né avec des mouvements de libération arabe. Lorsque beaucoup de pays arabes se sont rendus compte qu'en termes de rapport de force, ils ne faisaient pas le poids devant les puissances impérialistes, mais quand même qu'il fallait qu'ils se défendent. Ils ont donc utilisé les moyens de terreur pour exprimer, pour et tenter de repousser, n'est-ce pas, les puissances impérialistes. C'est pour ça que vous avez vu quelqu'un comme Yasser Arafat qui, n'est-ce pas, combattait pour regagner les territoires palestiniens qu'il estimait occupés, n'est-ce pas, par Israël. Il utilisait justement des actes terroristes et il les revendiquait. Lorsque les Yasser Arafat utilisaient ces actes-là, ils ne s'en cachaient pas. Vous avez en Somalie pareil, vous avez les Farah Haïdites qui utilisaient des moyens terroristes et qui ne se cachaient pas, mais ils estimaient que face à une puissance comme les États-Unis, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas la puissance armée qui leur permettait, que ce soit sur le plan aérien, sur le plan terrestre et sur le plan atlantique, ils n'avaient pas les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir faire face aux États-Unis. Et donc, il ne leur restait que ces moyens-là pour pouvoir, n'est-ce pas, impressionner, et, je vais dire, l'adversaire et faire entendre leur voix. Et donc, ils avaient une revendication de base. Quand je fais toute cette histoire, c'est pour dire que les mouvements terroristes depuis toujours ont une revendication de base. Oui. Soit ils estiment qu'ils ont été lésés, n'est-ce pas, dans un domaine, soit ils estiment qu'ils ont été asphyxiés ou qu'ils ont été absorbés ou qu'ils n'ont pas été écoutés. Et donc ils ont utilisé ces moyens-là, qui sont certes contestables, qui sont certes condamnables, mais on peut prêter l'oreille pour entendre, n'est-ce pas, quelles sont leurs revendications. Je dois rappeler que ce soit les talibans, que ce soit les Ndjamdjaouites, que ce soit les Moudjahidines, que ce soit les Fédaïnes, tous ces mouvements-là, ils ont utilisé la terreur à un moment donné pour faire entendre, n'est-ce pas, leur voix. Et à chaque fois, ils disaient effectivement ce qu'ils revendiquent. Madame Begoudé Cassandra, j'ai envie de vous poser la question.
je vous connais très brillante journaliste et donc très informée. Est-ce que vous pouvez me dire ceux qui tuent des innocents, des civils au Burkina Faso, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils revendiquent? Ils veulent quoi? C'est quoi leur problème? Je ne sais pas, je le dis parce que je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question. Mais tous ceux qui tous les jours font des incursions, n'est-ce pas, je vais dire, sur le territoire burkinabé et qui tuent des gens. Appelés djihadistes. Djihadistes. Oui. C'est quoi leur revendication? Ils veulent quoi? Est-ce qu'ils veulent un bout de territoire avec, n'est-ce pas, en Sardine et le MNLA? Au moins, ils disaient qu'ils voulaient, n'est-ce pas, libérer le Nord Mali et ils voulaient s'offrir un territoire. On peut discuter. Ça peut se discuter. On peut discuter. Ce n'est ni légal ni légitime. Mais on peut discuter. On peut leur demander, mais d'où vous vient cette idée? Mais au moins, ils ont une revendication de base. Ceux qui tuent au Niger, ils disent qu'ils veulent quoi? Est-ce qu'on peut me dire ce qu'eux, ils veulent? Tout ça, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, les Africains doivent cesser de nous enfumer. Il faut qu'on arrête avec les sbrouffes et le bluff en Afrique. Quand je vois des chefs d'État africains qui prennent l'avion, vont au Conseil de l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, font de gros discours, rentrent, ne se posent pas la question sur qu'est-ce qui se passe à côté de chez nous, ne se posent pas la question sur toutes ces atrocités que je viens de citer. Vous avez vu, la seule fois où la CEDEAO s'est mobilisée, c'était quand ils ont bombé le torse et gonflé les muscles. C'était pour aller faire la guerre à un pays africain. Que non, c'était pour aller répondre aux exigences d'un pays, d'une puissance étrangère qui voulait faire la guerre à un pays africain. Parce que oui, les pays africains, s'ils ont je vais dire, s'ils réunissent les conditions de légitimité, ils peuvent bien sûr faire la guerre à un pays africain. Si un pays africain se comporte comme un voyou et qu'on se rend compte que il met en péril des vies, n'est-ce pas, africaines, on peut lui faire la guerre. Mais dis-moi, la guerre que la CEDEAO allait faire au Niger, c'était pourquoi? J'ai envie de me poser la question. Alors que le Niger, depuis, se bat et est empêtré dans une question de terrorisme, et où des civils, des officiers, des militaires, des soldats nigériens se font tuer lâchement tous les jours sans que la CEDEAO ne lève le moindre des petits doigts. Mais pour une fois que la CEDEAO, que le Niger a dit, mais écoutez, je connais quel est mon problème et je sais avec qui j'ai le problème. Et je décide de mettre un terme à cela. Vous avez vu, on a su qu'il y avait une force d'attente à la CEDEAO. Oui. On n'a jamais su qu'il y avait une force d'attente à la CEDEAO depuis que depuis que le Mali menace d'être partitionné, depuis que le Niger est secoué dans ses fondements, depuis que le Burkina Faso est secoué dans ses piliers de souveraineté. On n'a jamais su que que la CEDEAO avait une force d'attente. Alors, comment est-ce que vous pensez que les gens peuvent vous prendre au sérieux? Même quand vous allez dans ces instances-là internationales, tenir vos discours. Mais comment vous pensez que les gens vont vous prendre au sérieux? Les gens vous regardent, vous tenez des beaux discours, mais ils savent ce qui se passe sur votre continent sans que vous ne disiez rien, sans que vous ne prononciez le moindre mot. Donc, ils vous prennent comme des rigolos, vous êtes tout simplement risibles. Vous êtes risibles, il faut que les Africains le sachent. Et donc pour moi, l'ONU, quelqu'un avait dit c'est un machin. C'est quelqu'un qui avait dit lui-même, je ne lui porte pas beaucoup d'estime, je vais pas le citer, mais il avait dit c'est un machin. Mais je pense que c'est pire qu'un machin. C'est un sujet de distraction. Voyez-vous, tout ce qui se fait sans vous, se fait contre vous. C'est pour vous dire quoi? L'ONU a été créée quand? Je crois que c'était en 1947. Quel pays africain était indépendant? Quel État africain existait? Nos États n'existaient presque pas, dans leur quasi-totalité. On n'était pas indépendants. Dans les années 1960, lorsque nous accédons aux indépendances, quel est le leader africain qui a dit, avant d'aller adhérer à cette assemblée-là, je veux savoir les fondamentaux de cette histoire? Qui a posé la question? Qui a dit que non? Comment on peut faire une assemblée
on peut faire une organisation qui est là pour décider des questions cruciales du monde, notamment les questions de paix, de sécurité dans le monde. Mais on désigne 5 personnes qui ont le droit de veto. C'est-à-dire qu'ils ont droit de vie et de mort sur les autres. C'est-à-dire que si ils disent non, vous pouvez mourir. Ils disent oui, vous pouvez mourir tous. Aucun pays africain ne remet en question, n'est-ce pas, le choix de ces 5 pays en disant, mais quand vous leur donnez le droit de veto sur nous là, nous autres, on va faire comment? Quand nous ne sommes pas d'accord et qu'eux, ils sont d'accord, nous, on va faire comment? Aucun leader africain n'a posé cette question. Aujourd'hui, je les vois piailler, jaspiner, chialer, chacun en disant on veut un droit de veto. Au nom de quoi aujourd'hui on doit vous donner de droit de veto et pourquoi hier on ne vous a pas donné de ce droit de veto? Je vous entends, Edmond Kouyaté, j'essaye de vous relancer. Alors pour vous, les revendications aujourd'hui des pays africains au sein du Conseil de sécurité, par exemple, avec la demande de plus de sièges des pays africains dans ce Conseil de sécurité, ou encore une refonte profonde du système de l'ONU, est complètement désuète, complètement inutile. Il faut boycotter et bafouer tout mouvement ou encore toute organisation de l'ONU. Il faut complètement que les pays africains restent en retrait. Le droit de veto, ça va leur servir à quoi? C'est pour qu'ils en fassent quoi? Leur Union africaine, qu'ils commencent par nous dire à quoi leur sert leur propre organisation avant d'aller chercher le droit de veto à l'ONU. Leur organisation africaine, ça leur sert à quoi? Est-ce que vous pouvez me dire le problème africain qui a déjà été résolu par votre machin de l'Union africaine? Vous pouvez me dire quel est le problème sur lequel ils se sont déjà penchés et ils ont trouvé une solution? Ça leur a servi à quoi? Ce machin-là, est-ce que ce machin-là est au courant de ce qui se passe au Soudan, votre machin de l'Union africaine? Ils sont au courant. C'est avec le droit de veto de l'ONU qu'ils vont aller arrêter, n'est-ce pas, ce sang qui coule, cette rivière de sang qui coule au Soudan. C'est avec ça qu'ils vont aller arrêter, n'est-ce pas, le sang qui coule à l'est de la RDC. C'est avec ça qu'ils vont venir arrêter ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun. C'est avec ça qu'ils n'ont pas... ils avaient besoin de ça pour arrêter le Boko Haram. Parce que je posais la question de savoir ce que vous appelez terroristes. Je veux savoir ce qu'ils veulent. Lorsque le Boko Haram venait tuer des civils, brûler des bétails, brûler des maisons, faire tout ce qu'ils faisaient dans le nord Cameroun et qu'ils continuent de faire, tuer nos forces armées, leur revendication c'était quoi? Ils disaient que le Cameroun leur a fait quoi? Ils revendiquaient quoi au Cameroun? Ils disaient que le Cameroun leur a pris quoi? Ils réclamaient quoi au Cameroun? Donc j'ai envie de vous dire que les Africains c'est des amuseurs de galeries. C'est des amuseurs de galeries. Ils n'ont rien à faire. C'est des gens, quand ils s'ennuient dans leur palais, ils trouvent des sujets de distraction comme ça sur lesquels ils veulent bien se pencher et ils perdent du temps à tout le monde. Sauf que ce qu'ils doivent savoir, c'est que dans les autres coins du monde, les gens n'ont pas du temps à perdre. Les gens savent ce qu'ils veulent. Ceux qui ont créé l'ONU savent pourquoi ils ont créé l'ONU. Ceux qui ont créé toutes ces organisations savent le sens qu'ils ont donné à ces organisations, les missions qu'ils ont assignées à ces organisations et, n'est-ce pas, l'utilisation qu'ils en font. Vous avez vu, par exemple, lorsque M. Sarkozy, lorsqu'il lui est venu à l'esprit l'idée abjecte et odieuse, ignominieuse d'aller tuer M. Kadhafi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un bout de papier à l'ONU qui lui a donné l'accord. Et il vous a dit que tuer Kadhafi est devenu légitime. Il vous a dit que tuer, détruire tout un pays comme la Libye est devenu légitime. Il est allé prendre la légitimité dans ce machin. Vous comprenez un peu? Quel est l'Africain qui a dit non? Il faut faire attention. Au contraire, tous ont plié la queue entre les jambes. Tous, autant qu'ils étaient chefs d'État africains. Celui qui a parlé a pris le soin de mettre la tête sous son lit avant de parler. Personne n'a eu le courage d'aller à la télévision, dire je veux faire une déclaration, je m'oppose à cette abjection. Aucun d'eux ne l'a fait. Ok? C'est après que M. Kadhafi soit mort et après que
les Libyens, n'est-ce pas, soient dans un état, dans un piteux état, que quelqu'un dit, ah, moi j'avais dit que la guerre là n'est pas bien. Hein. Chacun sort de bois pour dire, ah, moi j'avais dit qu'il ne fallait pas aller faire. Mais c'est pathétique les Africains. C'est pathétique les dirigeants africains. Mais écoutez, il faut qu'ils arrêtent tout simplement. Moi, je pense que ceux qui ont créé cette histoire d'ONU savent pourquoi ils ont créé. Ils lui ont assigné des missions et ils l'utilisent à souhait comme un instrument de légitimation de leur barbarie de par le monde. De leur, je vais dire, de la nouvelle forme, n'est-ce pas, de colonisation qu'ils font dans les pays. Lorsque M. Hollande, les présidents français ont voulu occuper le Nord Mali, ils sont allés chercher bénédiction et légitimation à l'ONU. Et tout le temps, ils vous disent que non, pour que Serval, pour que machin, les forces Barkhane et tout ça, pour que ça débarque en Afrique, on a un truc de l'ONU. Lorsqu'il a fallu aller tuer 12 000 personnes en Côte d'Ivoire pour installer l'autre cancer de l'Afrique qui est à la tête de ces pays aujourd'hui, M. Ouattara, vous a dit que c'était l'ONU. Lorsqu'il a fallu voler les élections des Ivoiriens, on vous a dit que c'est le représentant de l'ONU, M. Choi, qui a validé les élections, au mépris des institutions ivoiriennes, notamment la Cour constitutionnelle ivoirienne, qui a donné des résultats et que personne n'a reconnu. On vous a dit que celui qui a validé, c'est M. Choi, le représentant de l'ONU, le représentant à l'époque de Ban Ki-moon, qui était le SG de l'ONU à l'époque. Comprenez? Il a fallu juste ce mot-là pour que M. Sarkozy envoie son armée bombarder le palais, n'est-ce pas, le palais présidentiel ivoirien, tuer près de 12 000 Ivoiriens pour installer M. Ouattara comme le grand démocrate. Mais sauf que le grand démocrate, il est à son 3e mandat et il envisage d'en faire un 4e. Elle n'est pas belle la démocratie onusienne, ça. Elle est très belle en tout cas. Parce qu'on reprochait justement à M. Gbagbo à l'époque d'être un très grand dictateur qui s'accroche au pouvoir, qui s'agrippe au pouvoir, qui a déjà fait 2 mandats et qui ne veut pas quitter. Ah ben, on voulait, n'est-ce pas, importer un grand démocrate, M. Ouattara, qui devait donner des leçons de démocratie en faisant 2 mandats et il s'en va. Mais sauf que... je l'ai suivi dans ses balbutiements, dans ses errements démocratiques. Il envisage de faire un 4e mandat. En tout cas, il a dit que de par la nouvelle constitution, il a fait le premier mandat de la nouvelle constitution et il comptait bien faire le 2e mandat de la nouvelle constitution. Sauf que, bon, on comprend trop ce que ça veut dire. Donc, je vais dire que ceux qui ont créé l'ONU savent pourquoi ils ont créé l'ONU. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut éviter de vous jeter corps et âme dans des réunions que les gens ont instaurées sans vous et vous ne savez pas sur quel égrégore, sur quel socle ils ont assis leur réunion. Quand les Africains, au lendemain des indépendances, allaient adhérer à cette histoire de l'ONU, mais quel est le sens qu'ils donnaient à l'ONU ? Parce qu'on a dit organe de sauvegarde de la paix et de la sécurité mondiale. Ils y voyaient une forme d'espoir. C'est ce que certains chefs d'État de cette époque disaient. L'ONU est un espoir pour les pays du monde dans l'espoir de résoudre les crises mondiales. C'est la paresse intellectuelle. C'est la paresse intellectuelle. C'est de la bêtise humaine. Vous n'adhérez pas à une association si vous n'avez pas questionner les fondamentaux de l'association. Il fallait leur dire quel est notre rôle quand nous adhérons, quelles sont nos limites, quelles sont nos prérogatives, quels sont nos devoirs, quelles sont nos obligations. Il ne suffit pas de dire que vous allez cotiser vos machins, vos mentions, vos annuités ou tout ce qu'ils cotisent là-bas et que vous allez chaque fois au mois de septembre venir lire un discours, faire un ballet, faire un discours et vous rentrez chez vous. C'est quoi ça? Et vous le faites pendant 10 ans. Vous ne voyez pas ce que ça vous apporte. Personne ne s'arrête pour dire, mais
qu'est-ce qu'on était même allé faire dans ce machin? Et on utilise le même machin tous les jours. Vous entendez résolution 82-13, résolution ceci. Vous ne savez pas qui a écrit, mais ça vous concerne. Vous ne vous arrêtez pas pour dire, mais qui a écrit cette résolution? Pourquoi on ne nous a pas consulté pour écrire la résolution? Vous avez vos problèmes. Vous n'avez pas la possibilité d'envoyer une résolution, n'est-ce pas, en débat à l'ONU. Vous ne vous posez pas des questions. Aujourd'hui, comme des esprits égarés, vous vous levez pour dire, ah, nous voulons le droit de veto, nous voulons une place au sein. C'est pour faire quoi? C'est pour en faire quoi? Même si on vous en donnait. Et regardez comment on vous infantilise. On dit, on n'a pas dit l'Union européenne a un droit de veto au sein de sécurité. On dit la France a un droit de veto. Oui. On n'a pas dit l'Asie a un droit de veto. On vous dit la Chine a un droit de veto. On n'a pas dit l'Europe de l'Est a un droit de veto. On dit la Russie a un droit de veto. Les États-Unis ont un droit de veto. Mais on vous dit il faut qu'il y ait que l'Union africaine ait un droit de veto. Ça va vous servir à quoi? Puisqu'on sait que vous ne vous entendez sur rien. C'est pour ça qu'on dit l'Union africaine doit avoir un droit de veto. On sait que vous ne vous entendez sur rien. Puisque si vous vous entendiez, l'Union africaine même aurait déjà proposé le nom d'un pays pour dire, voici le pays que nous estimons être le mieux à même de nous représenter dans cette histoire. Mais puisqu'on sait que vous ne vous entendez sur rien et que vous avez des égoïsmes très aiguisés en la matière. Et donc, on sait qu'on peut vous flouer davantage. Et donc, honnêtement, ce machin ne m'intéresse pas beaucoup. Mais j'ai envie de dire aux Africains, pour sortir, arrêtez de distraire les gens avec de tels machins. Je n'y attends rien. De l'ONU, je n'attends jamais rien. Je veux même plus savoir ce qui se dit là-bas. Ça ne m'intéresse pas. C'est un machin qui ne m'intéresse pas. Les discours que les gens, ça ne m'intéresse pas. J'ai plus jamais marqué une seule minute pour écouter un discours qui a été lu là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que de l'ONU ne viendra aucune solution des problèmes africains. Merci. Je n'y attends rien. Merci infiniment. Edmond Kouyaté, pour votre point de vue sur cette thématique concernant l'ONU, on parle particulièrement de la 79e session de l'Assemblée générale de cette organisation avec la présence de plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement africains sur place. Est-ce donc la 79e occasion pour nous, pour ces chefs d'État, pour ceux qui y sont, de relever les échecs de l'ONU? Je pense qu'Edmond Kouyaté, vous avez saisi cette 79e occasion de relever justement les échecs de cette organisation des Nations Unies. Après avoir relevé ces échecs, pourquoi ne pas parler à présent d'autre chose, d'un partenariat qui existe aujourd'hui entre ce qu'on appelle habituellement l'Empire du Milieu. Il s'agit de la Chine, qui est un pays d'Asie, avec les pays d'Afrique. Parmi les pays africains qui brillent dans les partenariats, on a le Mali en Afrique de l'Ouest, le Cameroun en Afrique centrale, sans oublier d'autres pays comme la République centrafricaine ou encore le Burkina Faso. Edmond Kouyaté, avant de parler, on rappelle que le prétexte est bien sûr ce forum de coopération économique Afrique-Chine qui s'est clôturé le 9 septembre dernier. Il s'agissait pour les pays africains de discuter avec le pays qu'est la Chine, invité d'ailleurs par le président Xi Jinping. Ensemble, ils ont discuté de collaboration, de coopération bilatérale, de partenariat et surtout du secteur économique et commercial. Edmond Kouyaté, quel serait, selon vous, aujourd'hui, rendu en 2025, l'état des lieux des relations entre la Chine et les pays d'Afrique centrale, par exemple, ensuite les pays d'Afrique de l'Ouest? S'il faut faire un état des lieux, j'ai envie d'abord de définir ce qu'on entend par partenariat. Ok. Pour moi, un partenariat, c'est un carrefour du donner et du recevoir. On va avec ce qu'on a pour espérer prendre
ce que l'autre a et créer ce qu'on appelle un dynamisme de complémentarité qui nous permet, n'est-ce pas, de construire ce que nous, l'idéal vers lequel nous allons. Et j'ai envie de dire que dans les années 2000, la Chine est confrontée à une problématique. Elle a des ambitions que je dirais nobles. Ces ambitions sont d'accroître fortement sa capacité de production, tout azimut. Et elle a l'ambition justement de bousculer les autres grandes puissances qui ont occupé le terrain de production mondial. Et pour ce faire, la Chine se rend compte qu'elle a besoin d'un ensemble de ressources stratégiques, ce que vous appelez les matières premières stratégiques. Et la Chine fait un constat qui est simple, c'est que l'ensemble de ces ressources stratégiques, n'est-ce pas, sont concentrés dans un espace géographique qu'on appelle l'Afrique. Et qu'il se trouve malheureusement que sur cette Afrique, certaines puissances se sont arrogées le droit de préemption sur ces ressources dites stratégiques. Alors, ces puissances n'ont pas et n'entendent pas, n'est-ce pas, céder leurs privilèges, quel que soit le prix. Alors, la Chine se dit, il faut que je trouve un moyen de bousculer ces puissances-là sur ce terrain-là. Elle met donc en place une stratégie qui consiste à dire aux Africains, moi je viens avec un partenariat gagnant-gagnant, win-win. C'est à ce moment qu'on a entendu le terme gagnant-gagnant. Et je fais des prêts inconditionnels et à taux presque zéro. Et l'occasion était belle. Pourquoi? Parce que on était dans un contexte où les États africains faisaient face à ce que j'appellerais un chantage de la part de ses partenaires classiques. Les partenaires classiques africains, notamment les partenaires multilatéraux, FMI, Banque mondiale, les partenaires bilatéraux, France, Londres, Washington et autres, bref, les pays de l'OCDE, posaient des conditions dantesques aux pays africains pour pouvoir accéder à des financements et aux capitaux pour la réalisation d'un ensemble de projets. Et c'était aussi de bonne guerre. Pourquoi? Parce que ces pays occidentaux se voyaient faire le reproche de donner de l'argent aux Africains sans questionner, n'est-ce pas, le bien fondé ou alors l'utilisation qui en est faite. Et de ce fait, ces pays-là croupissaient sous le poids d'une dette abyssale, mais les populations ne recevaient toujours pas, n'est-ce pas, je vais dire, les retombées de cela. Et donc, les Occidentaux, pour éviter le procès, se disaient, bon voilà, écoutez, désormais pour vous donner de l'argent, il va bien falloir que vous nous disiez ce pourquoi vous voulez utiliser cet argent, et il est même préférable que nous changions la forme. Nous allons plus vous donner du cash, nous allons ensemble identifier les projets sur lesquels vous voulez investir, et nous allons trouver le mécanisme, n'est-ce pas, pour pouvoir investir sur ces projets-là. Et donc, les leaders africains qui généralement, derrière ces financements-là, trouvent le moyen de se faire des partoles pour leurs besoins personnels, ils étaient très agacés. Alors, lorsque la Chine vient donc avec ce discours nouveau, c'est l'occasion pour eux de bouder un peu, n'est-ce pas, leur partenaire classique et d'aller, n'est-ce pas, les uns après les autres s'aligner devant la bourse chinoise pour prendre des capitaux. Et donc, c'est comme ça que, depuis 2002, il y a divers partenariats qui se sont noués avec la Chine, toujours sur la base du même slogan, partenariat gagnant-gagnant, partenariat mutuellement bénéfique, partenariat qui profite à tout le monde, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf que, rendu au jour d'aujourd'hui, le constat, il est plutôt amer.
la Chine détient à peu près 60% de la dette extérieure de tous ces pays africains, mais à contrario, à l'intérieur, on ne voit pas trop à quoi cet argent a servi. La faute n'est pas à la Chine. Évidemment. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faudrait pas que les gens aient l'impression qu'ici, je fais le procès de la Chine. Non. Si vous allez aujourd'hui dans une banque, dire à la banque, je veux prendre de l'argent pour construire ma maison, que la banque prend 50 millions, elle vous donne, et que 2 ans après, on se rend compte que vous dormez dans la rue, que la banque vous a quand même donné 50 millions, la faute ne peut pas être celle de la banque. La faute est bien celle de la personne qui a reçu de l'argent, mais l'a orienté ou l'a détourné à d'autres fins, n'est-ce pas, que celle qui avait été prévue initialement. Donc ici, je ne fais pas le procès de la Chine. Quand je parle d'un déséquilibre dans ce partenariat, je ne fais pas le procès de la Chine. Pourquoi? Parce que voyez-vous, je dis toujours que nous sommes sur un terrain géopolitique et géostratégique. Et c'est un terrain sur lequel, n'est-ce pas, il n'y a que 2 leviers principaux. Le premier levier, c'est l'évaluation des rapports de force. Le deuxième levier, c'est le jeu d'intérêt. Quand on va sur, n'est-ce pas, le terrain géostratégique, c'est pour mettre en valeur sa force, sa puissance, pour en retour obtenir les intérêts qu'on défend. C'est comme ça que ça se joue là-bas. Et donc, c'est pas une chapelle où on va conjuguer avec, n'est-ce pas, la philanthropie, la fraternité et l'amitié. Ça ne se joue pas comme ça là-bas. Quand vous allez sur le terrain géostratégique, vous mettez en valeur votre force. Quand je dis force, ça peut être n'importe quelle force. Ça peut être la Russe, ça peut être la puissance militaire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la technologie, ça peut être tout ce que vous avez, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit, c'est une question, c'est un carrefour du donner et du recevoir. Donc quand vous allez avec ce que vous avez de plus valuable, de plus important, pour aller chercher ce que vous n'avez pas et que vous estimez important pour vous, pour pouvoir vous jeter dans un dynamisme de complémentarité et construire l'idéal que vous recherchez pour votre pays. C'est ça le partenariat. Et donc, quand la Chine venait, elle savait ce qu'elle voulait. En tout cas, elle voulait les matières premières africaines. Elle voulait des ressources stratégiques africaines. Dieu merci, elle a eu. Et grâce à ces ressources, la Chine a pu se hisser au rang de première puissance mondiale, au moins sur un certain plan. Sur le plan économique, elle est devenue la première puissance économique mondiale. Pourquoi? Parce que la Chine est devenue l'atelier de production mondiale, l'usine de production mondiale auprès de laquelle va se ravitailler, y compris les plus grandes puissances, notamment les États-Unis, l'Union européenne, bref, tous les pays de l'OCDE. Tous vont se ravitailler là-bas. Je ne parle pas de nous parce que nous n'avons même pas le pouvoir d'achat pour nous ravitailler là-bas. Je parle de ceux qui ont n'est-ce pas, un pouvoir de consommation véritablement important. Et donc, la Chine, dans ce partenariat, a obtenu ce qu'elle voulait. La Chine a réussi à nous embrigader. Parce qu'aujourd'hui, sous le poids de la dette, la Chine, comme je l'ai dit, détient quand même 60% de la dette de beaucoup de pays africains. Et donc, vous êtes obligé un peu de devenir les larbins de la Chine. À la différence des autres pays impérialistes qui utilisaient, n'est-ce pas, la force militaire pour vous soumettre, la Chine a utilisé la dette pour vous soumettre. Donc l'objectif, il est resté exactement le même. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, le terrain géopolitique n'est pas différent de la jungle. Il n'y a que 2 alternatives dans la jungle. Ou vous êtes un prédateur, ou vous êtes la proie. Ou vous êtes la proie. Ne vous fiez pas aux techniques du prédateur. Le prédateur peut avoir la vigueur du lion et avoir le courage de bondir sur sa proie, utiliser cette violence et cette brutalité pour bondir sur sa proie. Tout comme elle peut également avoir la ruse du chacal, qui te guette un peu et puis qui constitue une meute pour t'entourer. La finalité est exactement la même. C'est d'apprivoiser sa proie, c'est de capturer sa proie et c'est de bouffer sa proie. Et donc, que ce soit la technique utilisée par, n'est-ce pas, les impérialistes classiques, notamment les États-Unis, qui
pour puiser le pétrole en Irak ont tout bombardé. La France, qui pour, n'est-ce pas, faire main basse sur les biens africains, ont utilisé des guerres et autres. La finalité, c'est qu'elle s'est arrogé un droit de préemption sur nos matières premières. Aujourd'hui, la Chine a utilisé l'endettement, n'est-ce pas, pour nous mettre la corde au cou, pour nous vassaliser et nous subjuguer, nous déterminer. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est aux Africains de se demander comment est-ce que nous sommes allés à ce carrefour du donner et du recevoir. Nous avons donné tout un bœuf entier et nous n'avons pu prendre qu'un œuf. Parce que là, comme on dit au quartier, nous avions faim et on avait besoin de faire une omelette rapidement. Lorsque la Chine a tendu le premier œuf, nous avons bondi dessus alors que nous sommes venus avec tout un bœuf. Et donc, est-ce que ce que les Africains ont reçu, si je ne prends que le cas du Cameroun, est-ce que ce que le Cameroun a reçu de la Chine est à la hauteur de ce que le Cameroun a donné à la Chine? Je vous prends un exemple. On connaît les problèmes, n'est-ce pas, de déficit structurel de la balance commerciale camerounaise. Et on sait que ce déficit est davantage creusé par les produits de consommation de masse, notamment les produits alimentaires, le riz que nous importons à près de 200 milliards chaque année, le maïs, le blé et autres. Mais ça n'a pas empêché que le Cameroun aille à Batyenga, donne des centaines d'hectares à la Chine pour cultiver du riz aux fins d'exportation à 100%. C'est-à-dire que vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à cultiver le riz. Vous importez le riz et ça creuse le déficit de votre balance commerciale. Mais vous avez un bassin de production du riz qui est identifié, qui peut produire du très bon riz. Au lieu que vous mettiez en place des chaînes de valeur de production du riz, vous prenez cela, vous cédez à la Chine. Je ne sais pas ce que la Chine vous a donné en retour, mais vous donnez à la Chine. Vous êtes même incapable de négocier un deal en disant à la Chine, bon écoutez, vous allez produire le riz ici, vous allez prendre 60% pour vos besoins de consommation chinoise et vous allez nous laisser 40% pour la consommation locale. Parce qu'après tout, c'est quand même un riz qui est cultivé au Cameroun. Il faut bien falloir que les Camerounais en profitent. Non, que nenni, vous laissez la Chine exporté à 50%, au point où même les villageois à Akonolinga ne sont pas capables de manger de ce riz. Ils ne savent même pas. Même ceux qui travaillent, il leur est interdit de rentrer chez eux avec 1 kilogramme de riz. Vous comprenez un peu? Alors, est-ce que vous allez faire le procès à la Chine? Est-ce que vous pouvez dire que ça, c'est un partenariat bénéfique, mutuellement bénéfique aux différents acteurs? Non. Mais sauf que cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui, de par notre gloutonie, notre manque de vision stratégique, notre boulimie, n'est-ce pas, aux capitaux, à l'argent, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis la corde au cou face à la Chine. Ok? Même pour les petites réalisations que la Chine peut faire ici, Cassandra, je vais vous expliquer. Si vous regardez les premières routes que la Chine a construites au Cameroun, je vais vous prendre un exemple. Regardez la rue des Palmiers. Il y a des pavés qui ont été posés là-bas par les Chinois. Ça fait beaucoup d'années et c'est très solide. Au niveau de ce qu'on appelle rond-point Shell. Shell machin, je crois, comment ça, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Shell Nobel. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est très solide. Ça a été posé depuis des années. Sauf qu'à l'époque, les Chinois étaient sérieux quand ils le faisaient. Mais au bout d'un an, quand les entreprises chinoises arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque bureau où ils entrent, on leur demande des backsheets. C'est celui-ci qui demande 5%, qui demande 10%, qui demande 15%, qui demande... Quand ils ont fini de vous distribuer ça, et croyez-moi, je connais mes amis chinois, pour vous donner n'importe quoi, ils prennent la peine de laisser des traces. Très souvent, ils ont des petits gadgets qui filment même ce qu'ils vous donnent. Donc, lorsque vous vendez votre autorité par le biais de la corruption, avec autant de légèreté et de désinvolture, les Chinois savent que vous n'êtes pas sérieux. C'est pour ça que même les réalisations chinoises qui se font aujourd'hui, ce n'est pas sérieux. Vous allez voir les nouvelles routes que les Chinois ont construites ici. Ça ne vaut rien, ça ne fait pas 2 ans. Ça s'abîme. Ils vous donnent ce que vous méritez. Lorsque l'enveloppe pour la réalisation d'un marché est de, je dis n'importe quoi, 100 millions,
et que vous exigez des Chinois qu'ils vous laissent 30 millions en passant sur la corruption, ils rapportent cette information dans leur pays. Et on comprend que les autorités chinoises, les autorités camerounaises ne valent rien. C'est des aplaventristes. C'est des gens qui ont vendu leur autorité pour quelques billets de banque. Et on vous traite selon ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que je veux vous dire, allez à Kigali, regardez les réalisations chinoises. Mais ils sont très sérieux avec ça là-bas. Ça ne joue pas. Parce qu'il n'y a pas moyen d'entrer dans un bureau à Kigali et que quelqu'un vous demande 10 francs. Si vous êtes venu pour faire un travail, vous faites exactement ce travail-là. Aucun fonctionnaire ne va vous dire « laissez-moi 2% ou 1%. » Non. Et donc, quand le Chinois arrive là-bas, il comprend qu'ici, les gens sont sérieux. Et donc, si je dois traiter avec eux, je dois faire preuve de sérieux. Et donc, quand ça arrive chez nous au Cameroun, dans chaque bureau, c'est 1%, c'est 5%, c'est 10%. Et donc les Chinois comprennent que c'est vos limites. C'est là, il étale tout de suite vos limites et il vous confine dans ce que vous êtes. Vous êtes des petits corrompus, des gens qui ne sont pas sérieux, qui n'ont pas, n'est-ce pas, la fierté de leur nation, qui n'ont aucune fierté pour leur nation et qui ne mesurent la grandeur de leur nation que dans leur pente vertiginale. C'est-à-dire que leur nation ne se mesure qu'à la profondeur de leur poche. Si on leur a donné un peu, ça suffit. Vous avez vu tout un ministre des Travaux publics, ingénieur de l'État, devant les médias, demander à une entreprise chinoise à laquelle il a lui-même signé un contrat. Il leur demande en pleine télévision, avant de venir ici, vous avez d'abord travaillé où? Dans un pays sérieux, le lendemain, vous déposez votre tablier. Parce qu'il y a un process, il y a un processus pour pouvoir attribuer le marché à une entreprise. Vous vérifiez, n'est-ce pas, les antécédents de cette entreprise. Vous vérifiez son expertise. Vous vérifiez, n'est-ce pas, son expérience au travers des réalisations qu'elle a faites. Si ce n'est pas ça, vous ne lui signez pas le marché. Mais une entreprise à laquelle vous avez signé une lettre commande, un marché, vous avez signé un marché. Et lorsqu'elle commence à piétiner, c'était sur la pénétrante ouest de Douala. Lorsqu'elle commence, l'entreprise commence à piétiner, vous venez dans un one-man show leur demander à l'entreprise, avant d'arriver ici, vous avez d'abord travaillé où? Ça! Et le ministre est encore en place. Dans un pays sérieux, le lendemain, le ministre dépose le tablier. Et donc, lorsque vous faites comme ça, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir des relations saines avec la Chine? Et c'est ce qui explique le partage aujourd'hui, ou alors l'annonce de 51 milliards de dollars d'aide, ou alors d'investissement sur le territoire africain. À partir de ce moment, lorsqu'on se demande, est-ce que c'est vraiment une relation win-win? C'est 55 États africains font comment pour se répartir ces 51 milliards de dollars chinois dans le but de resserrer la relation, comme l'a annoncé d'ailleurs le président chinois, avec plusieurs pays. La Chine décide d'avoir désormais des partenariats ou alors des relations et des coopérations sur le plan stratégique global. Vous n'avez pas de 55 milliards, 51 milliards pour 55 pays. Il ne vous a pas échappé que les délégations africaines lors de ce sommet étaient représentées au plus haut niveau, au plus haut sommet par les chefs d'État. Oui, pour la plupart. Pour la plupart, près de la moitié. Oui. La Chine vous a donné 51 milliards pour 55 pays. Faites la division rapidement. Hein. Je ne suis pas très fort dans les chiffres, même si je ne travaille que dans les chiffres. Faites la division. Faites 51 divisé par 55. Ça fait moins d'1 milliard de dollars. Prenons 1 milliard de dollars par pays. Prenons 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, ça fait sensiblement 600 milliards de francs CFA. Si on prend le dollar à 600 francs, 1 milliard de dollars, ça fait sensiblement 600 milliards de francs. Vous croyez que ces 600 milliards, ça fait quoi dans un pays comme le Cameroun? Je dois vous rappeler que le Cameroun, à lui seul, sans attendre l'aide des Chinois, a mis plus de 1000 milliards seulement pour faire des infrastructures sportives. Je dois vous rappeler que le Cameroun aujourd'hui est engagé dans la construction d'une autoroute Douala-Yaoundé qui était divisée en 2 phases. Et la première phase, c'est 60 km. Le Cameroun, seulement pour les 60 km qui ne sont pas encore finis et qui ont déjà pris 10 ans, plus de 10 ans, parce que c'est un projet qui a été lancé, je crois, depuis 2013.
Et nous sommes aujourd'hui en 24. 2024. Ça fait combien d'années? Parfois, mon âge me joue des sales tours, donc je ne suis pas très fort Ça dans fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Et c'était budgétisé à 250 milliards. Aujourd'hui, on est à près de 400 milliards que ça a déjà absorbé. On n'a fait que 60 kilomètres. Donc, vous croyez qu'avec les 600 milliards là, vous pouvez faire le reste de 100 et poussière de kilomètres qui restent? Non. Vous n'êtes pas sérieux. Les Chinois vous traitent de la manière dont vous vous présentez à eux. Je vous dis, je vous fais je vous fais une analogie pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Non. Vous savez, je suis un homme. Et nous les hommes, parfois, quand on était tout jeune et qu'on allait chercher les femmes, on disait, on traite chaque femme de la manière dont elle se présente à nous. Si elle est légère, on va la traiter avec légèreté. Mais si elle se montre très sérieuse, on va également la traiter avec beaucoup de sérieux. Et c'est là où vous voyez les jeunes garçons, parfois même à 2h du matin, ils sont en route, mon frère, tu sors d'où? Non, vraiment, la petite là, elle est très compliquée. Et donc pour vous dire que on ne peut que vous traiter de la manière dont vous vous présentez aux autres. Si vous vous montrez sérieux, les gens vont vous traiter avec sérieux. Sachez que la Chine, avant de venir en Afrique, a traité avec beaucoup d'autres pays de par le monde. Ces pays se sont montrés sérieux et la Chine s'est comportée avec sérieux. Donc les Chinois ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Les Chinois ne sont pas là pour... non, on n'est pas dans une église ici. On est sur un terrain géopolitique. Où, comme je vous l'ai dit, il n'y a que deux axes majeurs. Le rapport de force et le jeu d'intérêt. Si je donne ceci, c'est pour avoir quoi? Et comme les Africains montrent qu'ils ont trop faim, on leur donne l'argent des cacahuètes. Quand vous prenez 51 milliards, vous donnez à 55 pays. Mais on comprend très bien que celui qui aura le plus aura 1 milliard de dollars. Et 1 milliard de dollars, comme je vous l'ai dit, c'est 600 milliards de francs CFA. 600 milliards de francs CFA, ça ne vous a même pas aidé à construire. Vous avez un pays comme le Cameroun qui a depuis les années 70 répertorié un potentiel hydroélectrique de 25 000 mégawatts qui utilise moins de 5% de son potentiel hydroélectrique. Et qui a un partenaire comme la Chine qui a la maîtrise de la technologie des infrastructures, n'est-ce pas, énergétiques. Le Cameroun a un sérieux défi avec, n'est-ce pas, la question d'énergie, parce que même l'énergie à but domestique, c'est-à-dire allumer une ampoule, un ventilateur et un frigo, nous n'avons pas encore maîtrisé ce défi-là. La preuve, c'est que c'est tous les jours que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest se plaignent de délestage. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas encore la maîtrise de l'énergie domestique. Je ne parle pas de l'énergie à but, n'est-ce pas, industriel. On ne l'a pas encore maîtrisé. Alors, le Cameroun a un sérieux problème, c'est qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, structurer son tissu macroéconomique sur le plan industriel. Pourquoi? Parce qu'il a encore ce challenge énergétique. Pourtant, il a un potentiel réel en la matière, qui est même déjà connu, qui est répertorié. Comme je vous l'ai dit, il y a, n'est-ce pas, pour 25 000 mégawatts. Alors, ça veut dire que le Cameroun a un réel souci de coût de facteur de production. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas l'énergie c'est un facteur de production. Et lorsque vous n'avez pas suffisamment, le coût de production devient très élevé parce qu'il faut aller chercher l'énergie ailleurs. Voilà un pays comme le Cameroun qui se trouve en partenariat avec la Chine, qui aurait pu dire à la Chine depuis les années 2000, bon écoutez, comme vous venez là, je sais que vous avez besoin d'un peu de ceci et un peu de cela. Le Cameroun aurait pu dire à la Chine, je veux signer un contrat avec vous pour que dans horizon 5 ans, que j'ai 5000 mégawatts d'énergie disponible, exploitable dans mon pays. En retour, voici ce que je suis prêt à vous donner.
Je ne veux pas de vos 55 milliards de dollars, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de prêts, je ne veux pas. Mais je veux l'élément stratégique qui me permet à moi de construire mon économie, de structurer mon économie. Le chef de l'État avait parlé à l'époque de projets structurants. Et je leur avais dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, projet structurant. Pour moi, dans ma tête, ça sonnait faux. Parce qu'un projet structurant, c'est un projet qui, mené à terme, permet de structurer tout simplement votre tissu macroéconomique. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça devient partie intégrante de votre structure macroéconomique et ça vous permet de solidifier votre macroéconomie. Et j'avais dit projet structurant, bon, les barrages, oui, peut-être parce qu'au moins, ça peut influer sur les facteurs de production et leurs coûts, évidemment. Et donc, au lieu d'aller signer des prêts à n'en plus finir avec la Chine, il suffisait pour le Cameroun de dire, bon, écoutez, nous voulons, dans horizon 5 ans, nous voulons avoir disponible, n'est-ce pas, 5000 mégawatts, en sachant que si j'ai 5000 mégawatts, je peux diviser, je peux avoir 2000 mégawatts pour couvrir tous mes besoins, n'est-ce pas, de consommation domestique sur l'ensemble du territoire. Je peux disposer de 2000 mégawatts, ok, à but de consommation industrielle, ce qui va relativement jouer sur les coûts de facteurs de production chez moi. Et je peux laisser 1000 mégawatts pour des raisons de pénétration stratégique. Parce que si vous avez 1000 mégawatts que vous vendez dans la sous-région, ça devient, n'est-ce pas, un outil pour vous permettre, n'est-ce pas, de vous positionner stratégiquement dans la sous-région. Nous sortons, monsieur Edmond Katé. Pardon? Nous sortons du programme. Oh ben d'accord. Vous pouvez conclure quand même. D'accord. Donc je disais, si le Cameroun s'était lancé dans un tel partenariat, ça lui aurait été beaucoup plus profitable. C'est beaucoup plus stratégique. Je peux vous citer plusieurs domaines comme ça pour vous dire, quand vous allez auprès d'un géant comme la Chine, ce n'est pas pour prendre des cacahuètes, non, des prêts que vous ne savez même pas utiliser. C'est pour prendre des éléments stratégiques qui vous permettent à vous de structurer votre économie, de construire votre développement. Ok? Voilà par exemple, je me suis rendu compte que le Cameroun avait vendu, n'est-ce pas, les mamelles de fer de Kribi à une société chinoise. Je leur ai dit, mais c'est une incongruité. Dites à la Chine, d'accord, nous voulons mettre une usine de transformation du fer ici. Vous prenez la moitié, nous prenons la moitié. C'est beaucoup plus stratégique, en sachant que vous ajoutez de la valeur à vos ressources stratégiques. Voilà autant de choses. Vous avez par exemple Alucam qui pique du nez, qui est un fleuron de l'industrie camerounaise, mais qui aujourd'hui pique du nez, qui a connu une forte dégradation de son chiffre d'affaires. En quelques années, plus de 40% de dégradation de chiffre d'affaires en seulement quelques années. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, son outil de production est devenu obsolète. Alucam, aujourd'hui, ne peut pas sortir des profilés qui sont beaucoup sollicités dans l'architecture. Vous voyez, tous les grands immeubles aujourd'hui sont habillés en alu-carbone. Alucam ne peut pas le faire. Il n'a pas un outil de production approprié pour cela. Voilà où les choses que vous auriez pu négocier avec la Chine. Vous auriez pu dire à la Chine, nous avons la bauxite. Ça peut vous intéresser, d'accord? Nous sommes prêts à vous céder une partie, mais à contrario, nous souhaiterions innover l'outil de production de notre industrie, n'est-ce pas, d'aluminium, notamment Alucam. Nous souhaiterions, n'est-ce pas, que Alucam puisse être compétitif, n'est-ce pas, par rapport aux nouveaux produits dans l'aluminium. Pouvoir sortir des profilés, pouvoir sortir des panneaux, pouvoir sortir tout ce qui intervient aujourd'hui dans la grande architecture mondiale, en sachant que c'est un produit stratégique qui peut vous permettre de conquérir, n'est-ce pas, le marché international. On ne l'a pas fait. Ok. Donc, autant de choses comme ça, on ne peut pas aujourd'hui, du fait de notre manque de vision stratégique, on ne peut pas accuser la Chine. Lorsque la Chine vient à ce carrefour de donner et de recevoir, la Chine sait ce qu'elle veut. Ok? Elle sait ce qu'elle veut. Mais nous, quand nous venons, si nous sommes tenus par notre tube digestif, évidemment, nous allons dire à la Chine, donne-nous rapidement l'œuf là, ça nous permet de faire une omelette et nous allons prendre notre bœuf pour donner en échange d'un œuf. Et jamais le procès
le moindre procès n'est à faire à la Chine. Parce qu'elle obtient ce qu'elle veut et c'est tout à fait normal sur le terrain géopolitique. Merci Edmond Kouyaté pour votre présence, votre disponibilité et surtout votre expertise apportée dans le cadre de ce programme. Eh bien, les pays africains ont donc manqué une fois de plus l'occasion de nouer des partenariats stratégiques avec la Chine. D'après vos propos, c'est ce qu'on retient de vous. On retient également que c'était donc la 79e occasion pour vous, hein, peut-être pas pour vous, mais la 79e occasion de relever, ça m'intéresse plus. de relever les échecs, les loupés, les ratés, n'est-ce pas, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Merci infiniment à vous. Je vous retrouve très bientôt dans le cadre de ce programme Regard panafricain ou d'autres émissions, bien sûr, sur For You Media Africa. Merci à ceux qui nous ont regardés et écoutés sur notre radio et nos plateformes Internet For You Media Africa. On n'oublie pas qu'elle est qui est à la mise en nom de ce programme et derrière les caméras. Merci pour votre aimable attention. Au revoir à tous.